Je vous propose maintenant que celui qui veut poser une question lève la main. Vous avez la main jaune. Oui, je vois que l'ambassadeur Neskens a levé la main. Renier, c'est à toi. Merci. D'abord, merci Peter pour cette synthèse et cette présentation qui effectivement résulte de ces décennies de présence intensive et très, très professionnelle que vous avez eues. Et j'étais toujours un grand admirateur de la manière dont vous avez pu, au cours de ces diverses missions de reportage, saisir l'essentiel des faits. Il y a deux, trois points que vous avez abordés, mais ce que j'aurais voulu demander votre avis, parce que vous avez relevé effectivement que à travers le rapport, à travers les termes de référence, et ça tout à fait au début, vous avez remarqué que la commission ou que les experts se félicitaient de l'apport des diasporas. Quand je lis le rapport, que j'ai lu effectivement toute page avec beaucoup d'intérêt, même si parfois cela a amélioré mon taux de cholestérol à certaines pages, je constate que la position que les diasporas ont pu se ménager dans l'ensemble de la commission parlementaire leur donne des ailes et semble vouloir justifier qu'ils se hissent à un niveau d'interlocuteur, d'interface entre la Belgique et le Congo. Alors même qu'eux sont, sans doute, beaucoup d'entre eux, des privilégiés, en principe, de pouvoir ne pas subir l'enfer que leurs frères, sœurs et parents au Congo vivent depuis l'indépendance. C'est un premier point. Est-ce que vous partagez ce sentiment que nous devons être attentifs au fait qu'au lieu de travailler à une insertion, une cohésion, une meilleure lutte contre les discriminations qui existent encore, donc arriver à un groupe qui se sent bien chez nous, l'objectif de créer une petite confrérie de victimisés qui n'auraient peut-être pas intérêt à être victime, à trouver une solution, et dès lors que cette commission risque d'arriver à des pistes qui seraient longuement nocives même pour la pacification. C'est un premier point. Un deuxième point qui m'a frappé beaucoup, et c'est la manière dont on présente le catalogue des horreurs, puisque ils le disent eux-mêmes, l'approche non bilantaire, c'est un beau maquillage pour dire on ne va vous amener que tout ce qui ne fonctionnait pas. Comment est-ce que, et là je pose la question à beaucoup d'entre vous qui êtes ici et qui avaient un passé au Congo, que moi je ne suis pas parvenu à maîtriser pendant mes années au Congo, c'est de savoir dans quelle mesure les situations dysfonctionnelles, les abus, etc., que les experts se sont délectés à mettre partout dans la pièce. Est-ce que ça c'était appliqué dans l'ensemble du territoire de l'État indépendant du Congo, ou est-ce qu'il y avait tout de même une partie, des parties qui étaient rapidement pacifiées, qui collaboraient et où le début d'une soumission, de bon gré ou de mauvais gré, mais une soumission fonctionnante s'installait. Mon sentiment est que cela n'existait que dans quelques endroits du Congo, et que si les 2000 Belges qui étaient là en l'an 1900, toutes fonctions confondues, étaient parvenus à graduellement établir l'autorité de l'État indépendant du Congo, il devait fatalement y avoir de nombreuses adhésions, un soulagement de voir que la menace esclavagiste s'écartait, de voir qu'en échange un choc culturel, des hommes qui doivent se mettre à travailler là où les femmes étaient les seules à pouvoir le faire, pour ne parler que de cela, avaient des avantages aussi. Ça, c'est le deuxième point que je voulais mettre à ce sujet. Et le troisième, c'est l'orientation que prend la Commission aujourd'hui. Je suis frappé de constater, puisque j'ai été un peu dans les coulisses également, beaucoup moins que vous, peut-être, mais bon, que la discussion qui a eu lieu la semaine passée
la désignation des 3 experts qui devaient accompagner les travaux de la commission se sont focalisés par les partis politiques qui sont en quête de punition, de revanche, de victimisation de l'État belge et de tout ce qui continue, ont surtout privilégié la piste de trouver des experts qui seraient particulièrement bien versés dans la justice transitionnelle. Alors, si la Commission, dans les semaines et les mois qui arrivent, met sur pied un mécanisme de justice transitionnelle, ça leur permettrait alors d'avoir la systématisation, un mécanisme qui perdurerait au-delà de leur existence. Si la Commission termine ses travaux ou ces travaux voient une fin mise par une majorité en été, la mise sur pied d'un mécanisme de justice transitionnelle pourrait alors leur permettre de continuer le seul créneau qui les intéresse, qui est la victimisation perpétuée et tout le reste. Voilà, j'étais un peu long, mais merci pour l'écoute. Oui, oui, ce sont trois éléments évidemment très importants. Tout d'abord, sur le diaspora. Moi, je pense que le problème, entre guillemets, de l'implication de la diaspora dans ce genre de travail, c'est que le diaspora congolais, même africain en général, mais congolais, même en Belgique, est très divers. Et on ne se rend vraiment pas compte de cette diversité, ou au moins pas dans le rapport. Il y a ceux qui ont pris la plume des experts, qui ont un peu guidé la plume des experts, sont plutôt les jeunes de la diaspora, et les jeunes de la diaspora qui très souvent sont très loin de la réalité au Congo. Et moi, je pense que le problème pour moi, ce n'est pas qu'on implique la diaspora, mais c'est qu'on implique la diaspora sur des sujets sur lesquels ils ne sont pas nécessairement capables de parler. On peut impliquer les diasporas sur le problème du racisme, et avec raison, absolument. Hein. Je pense que le problème du racisme en Belgique, enfin pas seulement en Belgique, en Europe, dans le monde entier, c'est un problème très important qu'il faut aborder, plus qu'aborder, qu'il faut résoudre. Mais je pense qu'il faut écouter les diasporas sur les choses qu'ils connaissent, les choses qu'ils ont vécues. C'était un peu le même problème qu'on a vu avec le programme à la VRT, Kinderen van de Kolonie, où il y avait des gens de la diaspora qui s'exprimaient sur des choses qu'ils n'avaient pas vécues, des choses qu'ils ont entendu dire, etc. Alors, moi, je pense que, pour moi, on sent aussi qu'au sein de la diaspora, et surtout dans le texte d'une des experts qui, surtout à la fin, qui s'est comporté plutôt en militantisme qu'en expertise, on lit très bien dedans des propositions sur lesquelles, enfin, je pèse mes mots, c'est délicat de le dire, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de propositions dedans qui ont plus à voir avec des intérêts directs de certaines personnes, aussi bien des intérêts financiers, et là, ça enchaîne aussi avec votre troisième point sur la justice transitionnelle, qu'il y a beaucoup plus d'intérêt chez certains gens pour leurs propres intérêts personnels, aussi bien financiers que, par exemple, avoir des bourses ou avoir des papiers, des choses comme ça, que sur une bonne analyse sur le passé et comment ce passé s'est déroulé. Et si l'on, alors qu'on ne fait pas des recherches vraiment scientifiques mais vraiment scientifiques, ce qui ne s'est pas fait jusqu'à maintenant, sauf le rapport sous le sigle de la Fondation Roi Baudouin sur le racisme, mais c'était seulement sur le racisme, mais c'est le seul rapport que je connais scientifique sur le diaspora. J'ai travaillé moi-même avec mes étudiants dans le cadre, mais c'était plutôt sur la représentation dans les médias, etc.,
aussi de temps en temps pour certaines thèses de maîtrise avec des témoignages de la diaspora. Et immédiatement, on a dû constater que si l'on ne fait pas une recherche en profondeur sur la composition de cette diaspora, les différentes opinions, les différentes approches qui dépendent souvent aussi des générations, d'où ils sont venus, pourquoi ils sont venus, combien de générations qui sont déjà en Belgique, etc. Alors, comme ça, j'ai déjà un peu enchaîné sur cette justice transitionnelle. Je pense que vous avez mentionné un point important. J'ai aussi l'impression, et la présentation du rapport des experts dont la commission allait déjà dans cette direction, mais c'était aussi un peu les médias qui prenaient ça comme élément clé, parce que c'était tellement clair et simple. Comme vous savez, les médias aiment les choses simples, pas compliquées. C'est en fait tout ce qui est réparation, alors justice, réparation, indemnisation, etc. etc. J'ai déjà dit dans ma présentation que j'ai beaucoup de doutes sur cette approche, parce que si on parle de victime de quelque chose, il faut bien savoir qui a été victime et de quoi. Et si on parle de victime, il faut voir aussi qui est le responsable, parce que si on ne peut pas indiquer la responsabilité, juridiquement, ça n'a pas de sens. Et si on parle de justice transitionnelle, c'est pour ça que j'ai dit que la comparaison avec l'approche sud-africaine est tout à fait différente. Mais plus généralement, mais bon, vous savez, je pense que c'est mon point faible, plus généralement, ça m'inquiète beaucoup que si on investisserait autant dans une forme de justice transitionnelle pour des choses qui sont passées il y a 60 ans et plus, enfin, entre-temps, plus que 60 ans et plus, personnellement, je pense que ce serait beaucoup plus utile pour les Congolais du Congo de s'occuper des injustices qui se passent aujourd'hui au Congo et surtout les dernières 25 années. Je suis un peu derrière cette mouvance qui a été créée à l'instigation du docteur Mukwege, Justice for Congo, avec le film de Thierry Michel, surtout sur les crimes des dernières 25 années. Je pense que ça, c'est une approche qui peut apporter beaucoup plus pour le peuple congolais qu'une approche qui se focalise sur des crimes, même s'ils sont là. Je suis convaincu qu'il y a eu des crimes. Il y a aussi eu des crimes qui ont été condamnés, qui ont été réparés même déjà dans le temps colonial, mais sur lesquels certains experts disent que cette injustice n'était pas juste et que les peines n'étaient pas assez lourdes, etc. N'oublions non plus, avec tout mon respect, mais que beaucoup de gens qui ont vécu ce temps, ajoutant encore une dizaine d'années, ils ne sont plus là. Les gens responsables du temps, ils sont en train de mourir, aussi bien chez les Congolais que chez les Belges. Ouais. C'est pour ça aussi, et je vais finir avec votre deuxième point, c'est pour ça aussi que pour moi, généralement, je n'ose pas m'exprimer sur ce qui s'est passé vraiment dans tous les détails dans le temps colonial, surtout en ce qui concerne, par exemple, comme les livres de Zana Itambala sur l'EIC et la mission criminelle, etc., et brutale, et la violence. Personnellement, je n'ose pas m'exprimer là-dessus. Je ne suis pas un spécialiste. Je n'aime pas m'exprimer sur des choses que je ne connais pas suffisamment, mais surtout, de nouveau, avec tout mon respect pour tout le monde qui a souffert à n'importe quel moment, n'importe où dans le monde, mais on ne peut plus réparer, même si dans le temps de Léopold II, il y a eu des villages qui étaient paisibles et d'autres qui étaient attaqués pour des raisons, etc. Tout ça, c'est vrai. Et il faut faire l'histoire et il faut écrire l'histoire alors que les gens connaissent l'histoire. Mais pour la vie actuelle des gens, c'est bien de savoir et de connaître l'histoire, mais le plus important, c'est de tirer des leçons de l'histoire. Et c'est pour ça que j'ai clôturé en disant que reconnaître les crimes du passé, les erreurs même des crimes du passé, c'est une bonne chose, c'est nécessaire pour
conscience pour, et même si on n'est pas responsable, moi pas, vous pas, n'importe, enfin, sauf si je me trompe, s'il y a un criminel ici chez nous, mais normalement, il n'y a personne ici qui est responsable pour ce qui s'est passé il y a 60, 70, non, enfin, plus que 60 ans, mais il faut tirer des leçons. Il faut mener une politique courageuse aujourd'hui. Et c'est ça la responsabilité de la politique, quant à moi. Voilà. Et tout le reste, c'est la responsabilité des historiens, à écrire l'histoire, comme on écrit l'histoire sur beaucoup de choses, mais surtout pour mieux connaître, pour faire mieux aujourd'hui. Merci Peter, c'est vraiment une très bonne réponse, je pense, aux questions que se posait l'ambassadeur Neskens. Je vois que notre ami Raoul Dongué a levé la main. Je te passe la parole, Raoul. Bonjour à tous. Non, j'interviens pour d'abord féliciter l'orateur. Pour moi, il a fait une conférence extrêmement objective et factuelle et qui a remis les pendules, à mon avis, à l'heure parce qu'il a parlé des points qui n'ont pas été abordés par ce fameux rapport des commissions spéciales, notamment la contextualisation des événements selon les périodes où ils sont intervenus, pour mieux comprendre l'histoire. Deuxièmement, la comparaison de ce qui a été fait pendant ces périodes-là dans d'autres pays africains par d'autres colonisateurs. C'était important pour améliorer la compréhension des uns et des autres. Troisièmement, la plupart de ce que l'on dit écrire sur cette période-là ne l'ont pas vécu. Très souvent, c'est sur des récits historiques des gens qui ont écrit à gauche, à droite. Nous disposons de pas mal de ces bouquins et on se rend compte que personne n'est d'accord ni sur la période, ni sur ce qui s'est réellement passé. C'est l'émotion qui prédomine très souvent. Quatrièmement, je voudrais souligner, et soyons-en d'accord une fois pour toutes, la diaspora congolaise n'existe pas. Il y a des groupes, des associations des Congolais à gauche et à droite, mais dire que la diaspora congolaise a été mêlée à cette histoire-là, c'est vraiment abusif. Tout comme les Belges qui ont habité au Congo à l'époque, on ne parle pas de la diaspora belge qui habitait au Congo. C'était des associations et c'était également réparti par des sensibilités socioculturelles, politiques, d'origine, brabant, wallon, flamand, etc. Alors, donc, ici, ceux qui écrivent, très souvent, mettent tout le monde dans le même sac en disant la diaspora congolaise. Non, ce n'est pas exact, il ne faut pas exagérer. Il y a une dame qui se lève, qui va parler avant-hier, par exemple, je suis membre du groupe de travail sur la préparation du sommet Europe-Afrique qui se tient le 17 et le 18 ici. Et je me propose de faire justement une espèce de briefing des membres de Mémoire du Congo vendredi prochain pour un peu mettre les choses dans le contexte. Alors, cette dame va à la rue Fouassard, tout le monde le connaît, rue Delia, rue Fouassard, il y a là une salle de conférence tout à fait privée, la salle Noble, je crois, ici à Bruxelles, où on pouvait aller faire des conférences. Et abusivement, la presse annonce que la diaspora congolaise s'est réunie au Parlement européen, ce qui est faux, et a pris telle décision pour marcher le 17 contre la balkanisation du Congo. Mais le sommet n'a rien à voir avec la balkanisation du Congo. Ça relève de la charte de l'OUA et du Conseil de sécurité. Il s'agit d'une conférence entre les Africains et l'Europe, donc l'Union européenne, qui se tient tous les 3 ans, alternativement en Afrique et en Europe. Nous sommes à la 6e édition maintenant, et qui va parler de la coopération Afrique-Europe dans les différents segments. Il y en a 6. Je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps ici, je le ferai vendredi, si cela est possible.
donc, cessons d'amalgamer les Congolais dans une histoire de paquet, de panier à crabe, en disant la diaspora congolaise. M. Verlinden n'a pas rencontré ni le président de cette association, ni un responsable qui pouvait prétendre parler au nom des Congolais de la diaspora de Belgique. Ça n'existe pas. Cessons cette appellation abusive dans nos vocabulaires. Je voulais beaucoup intervenir là-dessus parce que moi, je suis de la diaspora. Et comme il l'a dit, nous sommes venus en Europe avec de différents motifs, pour de différentes raisons. Il ne faut pas nous classer dans un classement qui fait l'amalgame. Et quand on nous regarde, on dit, vous êtes de la diaspora, vous êtes ceci. Mais en même temps, on nous dit que vous êtes belge, vous devez obéir aux lois de la Belgique. Alors, qu'est-ce que c'est? On est diaspora ou on est belge, finalement? Je voulais beaucoup intervenir là-dessus avec force parce que j'ai une association de quelques membres africains habitant en Europe qui s'identifient comme diaspora. Mais cette diaspora-là est structurée. Elle a une association qui est identifiée. Et des membres qui peuvent réellement parler. Mais la dame qui est allée parler, elle parle au nom de qui? Elle a été élue par qui? Quelle est cette association-là? On la voit que dans des histoires politiques de genre, propagande, levons-nous, allons marcher. Et alors, ces gens qui risquent de casser ici, les casseurs risquent d'en profiter pour faire des casses, et on va nous mettre tous dans le même sac. Je ne suis pas d'accord. Merci beaucoup. Merci pour cette mise au point. C'est vrai que c'était important de relever ça. D'ailleurs, Peter avait été très prudent aussi sur ce sujet. Hein. Oui, je ne peux que confirmer ce que Raoul Dongué vient d'expliquer. Et je vous remercie aussi pour votre témoignage très clair qui m'aide aussi à toujours continuer à comprendre. Mais j'ai clairement mis que le diaspora, c'est quoi le diaspora et c'est à qui on donne la parole. Il y a des générations différentes, il y a des motifs différents, il y a des gens différents. Même ce qui est aussi un peu bizarre, c'est que, par exemple, dans le monde des étudiants, étudiantes, les gens qui prennent la parole sur le temps colonial belge, très souvent ne sont même pas des Congolais. Ce sont des gens d'origine zimbabwe ou d'origine, enfin n'importe, sont aussi bien des gens qui sont nés ici, de temps en temps, ce sont des gens qui... Je ne suis pas contre le fait qu'ils prennent la parole. Je pense que l'abus, ce qui se fait, c'est que les experts se basent, sont motivés la façon dont ils ont recueilli ces opinions. Ils prennent ces opinions, ils publient même, hein, dans le rapport se trouve tout un annexe avec des citations des gens de la diaspora, comme si c'est représentatif et comme si c'est la voix des Congolais en Belgique. Ce qui n'est pas le cas, comme vous venez très bien, avec tous mes remerciements, de souligner. Voilà. Merci. On va poursuivre. Il y a encore 2 questions. Je vois que Georges Van Goutem a levé la main. Georges. Oui. Merci, M. Verlinden, pour ce brillant exposé sur la Commission Congo. J'ai apprécié en particulier vos allusions à ce que vous appelez l'élite. Moi, j'appellerais plus précisément la communauté scientifique. Et c'est là-dessus que porte ma question. Donc, la communauté scientifique des historiens n'est pas assez intervenue dans ce rapport. Moi, je voudrais parler de la communauté scientifique de l'agriculture, de la médecine, dans le domaine de l'énergie. Moi-même, je m'occupe beaucoup d'énergie en Afrique. Et on ne la voit pas. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas tout notre poids académique, économique, politique dans une coopération entre les communautés scientifiques belges ou européennes et congolaises? Il y a un champ gigantesque et d'ailleurs passionnant, même au point de vue recherche proprement dite, dans le développement du Congo. En particulier, médecine, agriculture, énergie, ce sont des chantiers que nous discutons avec un tout petit groupe.
de Congolais en particulier, mais qui a très peu d'impact sur la réalité congolaise. Et c'est vraiment dramatique de se rendre compte qu'on a les outils en main, on a la coopération scientifique et Enabel en main, mais la communauté congolaise, apparemment, pour différentes raisons qu'on connaît, n'a pas de levier d'action. C'est une question très politique, hein. Moi, je pense qu'il faut se rendre compte des éléments géopolitiques qui jouent pour le moment. C'est malheureux si on est engagé pour le sort de la population congolaise, rwandaise, burundaise, enfin de toute la région, mais les États et les décisions politiques pour attribuer des fonds, pour mettre des priorités, etc., sont guidées par leurs intérêts géopolitiques. Comme certains d'entre vous savent, j'ai commencé mon intérêt pour la région quand je suis devenu porte-parole du ministre André Gaines dans le temps à la coopération en développement entre 89 et 91. Et de temps en temps, je me dis, est-ce que c'est par nostalgie ou est-ce que c'est vraiment comme ça? Mais je pense que c'est vraiment comme ça que l'intérêt pour ce qui s'est passé dans la région dans les années 80, 90, jusqu'environ 2000, ça a repris un très petit peu avec les festivités pour le 50e anniversaire de l'indépendance en 2010. Mais à part de ça, c'était tout à fait différent. Il y avait un intérêt... je ne sais pas si vous vous rappelez encore dans le temps ce qu'on appelle le safari de Wilfried Martens au moment de l'attaque du Rwanda par l'FPR en 90, avec 3 ministres belges qui immédiatement faisaient le tour du monde pour trouver des solutions pour la guerre qui est en train de s'installer dans ce petit pays là-bas à l'équateur. C'est impensable maintenant. Ce qui se passe aujourd'hui en Congo de l'Est est 1000 fois pire en ce qui concerne les conséquences humanitaires, 1000 fois que ce qui s'est passé en 90. Mais en 90, la politique belge s'engageait pour faire quelque chose sur place. Et je me rappelle aussi quand j'étais à la coopération au développement qu'on était très concernés. Évidemment, j'étais plein dedans, mais on n'avait pas de problème pour trouver des journalistes qui voulaient nous accompagner, pour visiter le pays, vous savez que la ministre de la coopération, secrétaire d'État de la coopération au développement, Myriam Kittir, a visité le Congo. Il n'y avait pas de presse flamande avec. Alors qu'elle est même flamande. Hein. Avant, on disait, ah oui, mais c'est un secrétaire d'État, un ministre francophone, c'est normal qu'il n'y a pas les médias flamands, ce qui est aussi évidemment déjà très bizarre, mais soit. Mais même avec une secrétaire d'État flamande, la VRT n'était pas là. Il y a l'intérêt chez nous en Belgique pour ce qui se passe dans la région a complètement glissé. Pour moi, c'est une combinaison d'un certain désespoir politique, mais surtout que le monde politique se réalise qu'ils ne peuvent pas gagner. Il n'y a rien à gagner pour le moment. Je suis sûr que de votre point de vue, disons, technique et de connaisseurs, d'experts, que vous dites qu'il y a beaucoup à gagner hein, sur le plan scientifique, sur le plan énergie, plan écologique, etc., etc. Vous avez tout à fait raison, mais la politique ne marche pas comme ça. La politique marche à court terme. La politique veut gagner dans les 2-3 ans, parce qu'il y a les élections en 2023-2024. Alors, ça veut dire que les politiciens ne font des choses pour lesquelles ils auront plus de votes chez nous. Mais l'un fortifie l'autre. Hein. Si les politiciens ne prennent pas la relève, évidemment que les médias ne vont pas suivre et alors l'opinion publique ne va pas suivre. Et c'est une sorte de mécanisme qui nous a mené au point que c'est devenu très, très difficile de trouver une attention pour ce qui se passe dans la région. Ouais. Et ça se retrouve. Si on voit, par exemple, les budgets de la coopération au développement, j'ai écrit presque à la fin que j'étais encore à la VRT, j'ai encore écrit une page blanche sur le site de la VRT là-dessus. J'ai eu des critiques
d'Alexander De Croo, qui était ministre de la coopération en ce moment, mais j'avais bien fait mon devoir. Et j'ai constaté qu'il y a des budgets qui, avant, allaient au Congo, Rwanda, Burundi, et qui sont maintenant attribués plutôt vers l'Afrique de l'Ouest, Bénin, etc. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de travailler là-bas, il y a moins de critiques et on essaye de gagner, hein, d'avoir des points. Mais je partage votre déception, mais je crains que c'est un constat géopolitique. Peut-être, mais ça sera alors un autre débat, hein, mais tout ce qu'a soulevé notre ami Georges Van Gouthem peuvent être certainement de la compétence de cette discussion qui vont démarrer sur le partenariat Europe-Afrique. Là, il y a certainement des points d'attention et on pourra peut-être en reparler avec Raoul lors d'un prochain forum alors. Hein. Voilà, je vais passer la parole à Étienne Lux qui a levé la main. Oui, Peter, grand merci pour la déconstruction de ce rapport. Alors, à titre personnel, j'ai deux remarques. Tout d'abord, comment la même personne qui souligne que la Belgique est un pays structurellement raciste, comment cette même personne peut plaider pour que le passeport belge soit diffusé très, très largement au Congo? Première remarque. Alors, deuxième remarque, c'est la réception de ce rapport. Vous en avez déjà touché un mot, mais moi, j'aimerais bien avoir votre opinion sur la différence de cette réception du côté francophone et du côté néerlandophone. Je sais que vous-même, vous avez écrit dans le Standard, ce qui m'a un petit peu étonné, que le Standard accepte un point de vue qui n'est pas, je dirais, le point de vue traditionnel du Standard. Voilà, merci. Oui, tout d'abord, sur votre premier point, je pense que j'ai déjà abordé d'une certaine façon pour ce point. Je ne vais pas mentionner des noms, mais tout le monde peut le retrouver dans le rapport. Il y a une bonne partie du rapport dont je sais de l'intérieur du groupe des experts que les autres experts ne sont pas vraiment d'accord avec ce qui se trouve dans ce texte, cette proposition concrète, entre autres sur les visas, mais il y en a encore d'autres. Mais ils n'ont pas eu, je l'ai même dit à une des autres experts, qu'ils n'ont pas eu le courage. Ils ont eu le courage de se désolidariser de Plasman, alors que Plasman, c'est un scientifique, c'est un historien reconnu, alors que l'autre texte est écrit par une militante. Hein. Moi, je suis tout en faveur des militantes. Hein. Je ne suis pas contre militantes. C'est nécessaire d'avoir ce genre de personnes, mais il ne faut pas appeler des militantes experts. Hein. Et évidemment que à ce moment, il y a très vite des contradictions. C'est vrai, il y a une grande contradiction entre, d'une part, la critique qu'une certaine frange, je dis bien frange, de la diaspora a sur l'État belge, la société ici, etc. Moi aussi, je suis critique pour beaucoup d'éléments dans notre société. Et d'autre part, en essayant d'avoir au maximum profit de cette société. Profit en termes de financiers, mais aussi en termes d'administration, des documents, de passeports, visa, etc., etc. Mais bon, ça, pour moi, ce serait mieux qu'on classifie ce genre de choses et on parlerait des choses sérieuses. En ce qui concernait... la réception du côté flamand et du côté français. Oui, la différence, oui, je m'excuse. J'ai essayé de suivre cela, la façon dont on parlait dans les médias flamands et les médias francophones de ce rapport, mais honnêtement, hein, je donne cours maintenant pour la 14e année à l'université et de plus en plus, je suis devenu très prudent en m'exprimant sur ce genre de choses sans une bonne recherche. Il faudrait faire une sorte de recherche de contenu des articles comparables
je vois évidemment qu'il y a, côté francophone, côté flamand, qu'il y a des différences, mais je ne pense pas que c'est si simple que ça, que l'un est pour l'une approche, l'autre est pour l'autre approche. Il faut aussi se réaliser que le nombre de journalistes qui s'occupent encore de ces dossiers est devenu très, très, très limité. Hein. Si on parle vraiment de mass médias, hein, de grandes médias, alors je parle des journaux populaires et je parle de la télévision, de la radio, côté francophone, on a encore Marie-France Gros qui est encore assez active. On a Brackman, on a Colette qui est déjà pensionnée depuis beaucoup d'années, mais qui écrit encore. Mais il n'y a pas vraiment une succession. Ça veut dire que les opinions sur ces dossiers très souvent sont exprimées par quelques personnes seulement. Mais c'est la même chose côté flamand. On a au De Standaard, on a encore Mark Reinebo, qui est aussi pensionné entre-temps. Moi-même, je suis aussi pensionné. Et ça dépend de les réactions ont été tellement limitées que les quelques voix ne sont pas nécessairement représentatives pour l'opinion publique générale côté flamand, côté francophone. Je n'oserais pas m'exprimer. Moi, je donne beaucoup de conférences en Flandre pour des organisations et aussi des après-midi pour des organisations socioculturelles. Et très souvent, dans les réactions du public, c'est tout à fait différent de ce que je lis dans la presse sur ce genre de choses. Il y a dans l'opinion publique générale qui s'intéresse pour le dossier du Congo, généralement, il n'y a pas du tout cette critique virulente sur le temps colonial, sur les coloniaux, sur des choses comme ça. C'est assez exceptionnel. Alors que dans les médias, mais qui écrit dans les médias, ce sont que quelques voix. Et si je compare avec les médias sociaux, le Facebook, Twitter, etc., c'est de nouveau différent. Alors moi, je n'ose pas dire qu'il y a tant de différences entre l'approche francophone et l'approche flamande. Je n'oserais pas dire ça. Sauf si j'ai un peu plus si j'aurais le temps de faire de vraies recherches. Mais pour ça, il faut faire des recherches scientifiques sur le contenu des articles. Mais le nombre de publications, enfin, je vous donne un exemple. En Flandre, sur la commission, il y a eu tout un après-midi qu'on a parlé de l'assassinat de Lumumba. Il y avait 4 experts qui étaient invités, dont le professeur Manu Gérard, le responsable pour les archives chez les affaires étrangères, qui par hasard s'appelle aussi Gérard, le prénom m'échappe. Il y avait évidemment Ludo de Witte et il y avait la 4e... la fille Lumumba, qui parlait depuis Kinshasa. Alors, en Flandre, on a seulement dans le Standard, il y avait un article là-dessus, qui n'était pas du tout bien écrit, qui n'était pas représentatif pour ce qui s'était dit dans la commission, qui était critique pour la politique belge et tout négatif, etc. Mais c'était un article. Moi, je ne pense pas que c'est représentatif pour ce qui vit dans l'opinion publique en Flandre. Pas du tout. Merci. Thierry, je pense qu'il faudrait, si je peux très vite encore répondre à quelques questions dans le chat. Oui. Et il y avait une question. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, je m'excuse, qui explique, qui demande, peut-on parler d'occupation alors que ce pays n'existait pas et était partagé en multiples territoires? Écoute, moi, j'utilise le terme occupation pour colonisation, pour mettre les choses un peu claires pour un grand public. Je ne parle pas du sens juridique, parce qu'évidemment, ça n'a pas été une guerre comme telle. Ce n'est pas une guerre d'un pays à un autre. Et je sais très bien que normalement, on parle d'occupation quand il y a une guerre de l'un pays qui a envahi un autre. Vous avez raison que ce terme occupation n'est pas approprié d'une façon juridique.
Mais je l'utilise pour un grand public pour essayer d'exprimer le sens que il y a quelqu'un qui vient dans un autre, enfin un régime, hein, une gestion qui vient dans un autre pays et qui prend la place des dirigeants de ce pays, pas plus que ça. Et vous avez raison, madame ou monsieur Denreuther, qui explique qu'il existait un Congo, mais un Congo qui n'était pas comparable. À un certain moment, vous savez, j'ai lu même dans la presse, ou même c'était même un des experts, je ne sais plus, dans un débat qui disait oui, on dit toujours que le Congo n'existait pas, mais le Congo existait bien, c'était déjà un royaume avant le temps colonial et avant Léopold II, etc., etc. Bon, évidemment que je sais très bien qu'il y avait un royaume Congo, mais le royaume Congo était incomparable avec le grand Congo qui a été créé par Léopold II. Hein, soyons un peu honnêtes, vous avez tout à fait raison. C'est vrai, c'est Léopold II qui a créé l'État et c'est aussi la raison pourquoi très souvent au Congo, et on me dit, ah oui, mais c'est parce que c'est dans l'enseignement créé par les Belges que c'est écrit comme ça et que les Congolais répètent cela. Oui, mais même les Congolais bien instruits, intelligents, qui ont bien étudié, etc., d'un certain âge, il y en a beaucoup qui m'ont expliqué dans mon nouveau livre, j'ai repris leur raisonnement, qui disent, oui, si on veut ou non, on peut critiquer Léopold II. Très souvent, vous pouvez bien, il n'y a pas de problème pour critiquer certaines choses que ces hommes ont fait, mais après tout, c'est lui qui a créé le Congo. Et ça, c'est aussi une réalité historique, ça, il faut aussi reconnaître. Et il y a aussi certains Congolais qui disent, sans Léopold II, on n'aurait pas été Congolais. Alors, il faut reconnaître cela et c'est quand même important. Il y a une question, Peter, sur le rapport Likendal, qui est le rapport là sur les... Ça, c'est quelque chose de fortement enterré, je pense. Hein. Oui, je ne l'ai pas... écoute, hein, le rapport Likendal, en fait, ce n'est pas le rapport Likendal, hein, c'est le rapport... comment ça, moi, j'étais le premier journaliste flamand, au moins, qui a écrit hein, sur le rapport qui a été rédigé en 60, les 4 rapports, en fait, et une synthèse qui a été écrite sur les crimes commis contre les coloniaux, contre les Blancs, immédiatement après, dès le 4 juillet. Et Likendal a joué un rôle important dedans, comme jeune juriste. Malheureusement, elle est décédée entre-temps. J'ai essayé plusieurs fois de la rencontrer, elle n'a jamais voulu. Maintenant, elle n'est plus là, malheureusement. Mais le rapport Likendal, jusqu'à maintenant, n'est pas mis à la disposition. Hein, non. Hein. Mais cette commission est... Enfin, si jamais, mais je ne sais pas qu'ils vont m'inviter, mais si jamais on m'invite à la commission, je vais suggérer cela. Si on veut vraiment être transparent sur ce qui s'est passé. Écoutez, si on parle, je n'ai pas voulu aborder cela parce que c'est tout un chapitre nouveau, de nouveau, hein, mais si on veut vraiment parler de réconciliation, il faut... C'est pour ça que j'ai posé la question réconcilier qui avec qui. Il faut alors reconnaître tous les crimes. Il y a eu beaucoup de crimes. Hein. Il y a eu des crimes dans le temps colonial qui normalement auraient été condamnés, punis, etc. S'il y en a qui ne sont pas punis, il faut réparer. Je suis tout à fait d'accord. Le principe de colonisation, juridiquement, on ne peut pas faire grand-chose. Ça, c'est le passé, c'est son effet historique. Mais il y a aussi eu des crimes contre les Blancs. Hein. Et très souvent, c'est oublié. Et si on parle aussi de traumatisme colonial, moi, j'ai travaillé beaucoup sur la fin de la colonisation, mais aussi d'abord vu par les anciens coloniaux et après vu par les Congolais, comme vous savez. Mais je pense que là aussi, il y a un travail de réconciliation. Il y a encore pas mal de familles, et sans doute qu'il y en a parmi cette groupe ici, qui savent très bien de quoi je parle. Et je pense que ce n'est pas honnête de ne pas reconnaître. C'est peut-être le seul élément sur lequel on peut faire une certaine comparaison avec la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud. Si on parle des choses, des bavures qui sont commises envers certaines personnes, je ne parle pas des principes structurels de la colonisation, mais envers certaines personnes. Mais
sur ce point-là, on ne parle pas du tout, les experts n'en parlent pas, et la commission politique, pour le moment, n'en parle pas. Alors, je suis très curieux de voir ce qui va se passer dans le futur. Mais si on veut être transparent, il faut parler de tout. C'est aussi la raison pourquoi j'ai dit qu'il faut écouter tous les acteurs concernés, aussi bien les Congolais au Congo que les Belges qui ont vécu le temps commun. Très bien, merci beaucoup, Peter. Je pense qu'on a largement dépassé l'horaire, mais toutes ces questions et le débat valaient vraiment la peine aussi. Je vois que Jonathan a levé la main. Une toute dernière, je ne sais pas si Jonathan voulait encore parler. Il a commencé, il peut finir aussi. Voilà. Il vient de plus loin. Voilà. Merci beaucoup. Je suis honoré, je suis vraiment très content de me retrouver parmi vous parce que en tout cas, pour moi, ça fait une fierté. Bon, je me suis toujours dit que dans tout ce qui s'est passé entre la Belgique et le Congo, il y a toujours des discussions, il faut remettre des choses, je ne sais pas quoi. Mais à mon avis, on ne devait pas vraiment s'attarder sur des choses du passé. Moi, je pense que même avec l'idée que M. Georges, on devait plutôt voir comment corriger l'avenir, surtout à s'appuyer sur différents domaines tels que l'a signifié M. Georges. C'était vraiment très important pour moi parce qu'à un moment, j'ai discuté avec les jeunes Belges. Ils sont vraiment indifférents de tout ce qui se passe au Congo. Bon, c'est sûr que les personnes qui ont vécu au Congo, il y a aussi, par exemple, avec Kraom qui s'intéresse beaucoup. Ah, on a une petite coupure là. Oui, ça vient de loin. Mais c'était très intéressant ce que Jonathan disait, et c'est aussi un peu ce que moi j'ai écouté pendant tout le temps. Oui, j'ai une mauvaise connexion. Si vous aviez encore une dernière phrase. Sinon, voilà, la dernière phrase a été coupée, Jonathan. Non, mais je voulais simplement dire, Thierry, pour clôturer, c'est que ce que Jonathan dit, c'est la voix que j'écoute chez beaucoup de Congolais avec lesquels j'ai parlé les 30 dernières années. Il ne faut pas négliger le passé, pas du tout. Il faut voir le passé plein dans les yeux, mais il faut surtout voir comment faire maintenant et comment établir un meilleur avenir pour les Congolais d'aujourd'hui. Alors, il faut tirer les leçons du passé. C'est important de connaître le passé pour ne pas tomber dans les mêmes pièges maintenant. Voilà. Et c'est ça qui est primordial, comme j'ai senti un peu partout pour les Congolais, même au Congo. Absolument. Ah, André, tu voulais encore dire un mot? Je veux dire un mot, oui. Donc, pour détendre un peu l'atmosphère, je suis très étonné, Peter, que vous soyez passé parce que vous avez donné la solution et vous dites que ce n'est pas une solution. Vous voyez? Donc, vous avez parlé, vous avez dit qu'il n'était pas possible que tous les Congolais, qu'on offre la nationalité belge à tous les Congolais. Moi, je crois que ce serait une solution. Il y a 80 millions de Congolais. Vous vous rendez compte, la Belgique qui passerait de 12 ou 13 millions à pratiquement 100 millions. Et nous aurions un pays à cheval sur l'équateur. Vous ne croyez pas que ce serait une solution? Mais André, comme nous aurons bientôt un tour à la commission, on va peut-être te proposer d'aller exposer ça alors. Hein. Avec tous les détails, les détails juridiques. Je suis fort intéressé. Voilà. Hein? Voilà. Mais voilà, merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un bon mot de la fin. Bien, merci à tous et bonne journée, bon après-midi, bon appétit et à se retrouver le mois prochain.